Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de bioénergétique et des filières énergétiques. Je vais vous présenter l'ancien modèle des filières énergétiques, celui qui est enseigné encore dans certaines facultés et dans certaines formations. Et puis le nouveau modèle qui commence à émerger, qui a émergé ces dernières années, qui commence à être de plus en plus connu et à être de plus en plus utilisé à haut niveau dans les sports d'endurance. Donc déjà, pour le modèle des filières énergétiques, donc déjà la base c'est l'ATP. Donc l'ATP c'est à peu près ce qui va permettre au niveau des sarcomères, au niveau de la cellule musculaire, d'avoir les contractions musculaires. Donc tout l'enjeu de la création d'énergie, c'est de créer de l'ATP. Donc en réalité, c'est que il n'y a pas de création d'énergie, mais uniquement de la transformation d'énergie au niveau biologique. Et ensuite, vous connaissez tous la courbe d'Oswald, donc la filière anaérobie à lactique, cette filière qui commence de la seconde 0 à la seconde 10, avec une capacité limitée mais une puissance très élevée. Puis à la seconde 10, on a le relais de la filière anaérobie lactique, donc avec une capacité un peu plus importante que la anaérobie à lactique et une puissance un peu moins importante. Et puis au bout de 2 minutes, 3 minutes, la filière aérobie qui prend le relais avec intervention de l'oxygène, avec une puissance beaucoup plus réduite et une capacité beaucoup plus importante. Donc aujourd'hui, on sait que ce modèle-là, il est faux. Donc au début, on avait ce modèle-là, on pensait qu'on avait de 0 à 10 la filière anaérobie lactique, puis de 10 secondes à 2 minutes, 3 minutes la filière anaérobie lactique, puis ensuite la filière aérobie prenait le relais avec l'utilisation d'oxygène. Ensuite, on s'est dit que non, en réalité, elles marchaient toutes, mais elles marchaient toutes en même temps, mais à des pourcentages différents. Et puis finalement, maintenant, avec l'émergence de nouvelles études et de nouvelles évidences scientifiques, on se rend compte qu'en fait, ce modèle est faux. Alors pourquoi ce modèle est faux? Première étude, l'équipe de Chung et al. Avec l'étude Metabolic Fluctuation During a Muscle Contraction Cycle qui montre que grâce à un changement de méthode de mesure, a permis de passer d'une méthode de mesure où la fluctuation de la phosphocréatine était mesurée 1 minute après effort à une méthode où on peut mesurer la fluctuation de la phosphocréatine à 8 millisecondes. Et du coup, grâce à cette nouvelle méthode de mesure, grâce à cette nouvelle technologie, avant on pensait que l'utilisation de la phosphocréatine était à un certain taux, mais avec cette nouvelle méthode qui est beaucoup plus rapide, on s'est rendu compte qu'en fait l'utilisation de la phosphocréatine était 40 fois supérieure. Okay. Ensuite, avec une autre étude, McGully et al., donc Simultaneous in vivo measurement in HbO2 saturation PCR kinetics after exercise in normal humans. Je vous mettrai évidemment les études dans la description de la vidéo. Donc cette étude, elle montre que l'hémoglobine chargée en oxygène dans les capillaires sanguins et la phosphocréatine ont exactement la même cinétique avant effort, pendant et après effort. D'accord ? Donc ces deux études-là, entre autres, montrent que l'ancien modèle est erroné et que du coup, on a une nouvelle théorie qui est la théorie la plus corroborée. Alors ce qu'il faut savoir en science, c'est qu'il n'y a pas de vérité. D'accord ? La théorie scientifique qui est considérée vraie, c'est en réalité la théorie la plus corroborée, c'est-à-dire celle où il y a le moins de preuves de sa fausseté, c'est-à-dire la théorie la moins fausse, donc la plus corroborée. Donc ce qui se passe dans cette théorie, c'est que en 100 millisecondes, donc 100 millisecondes ça paraît assez court, mais en temps cellulaire c'est en réalité assez long, on a la phosphocréatine qui est hydrolysée, c'est-à-dire qui est catabolisée. Donc on a d'abord l'ATP. Donc lorsqu'on commence une contraction musculaire, un effort, en 100 millisecondes, on a utilisation de l'ATP qui est déjà présente dans le muscle. Ensuite, hydrolysation de la phosphocréatine à travers la phosphorylase pour justement recréer de l'ATP. Ensuite, vu que la phosphocréatine le taux de phosphocréatine est quelque chose d'assez limité, pour la restaurer, il y a une hydrolysation du glycogène via le phénomène de glycogénolyse pour dériver une molécule de glucose et une molécule de lactate. D'accord ? Le lactate va être ensuite oxydé dans la mitochondrie avec utilisation de l'oxygène. Et cette oxydation va permettre de créer de l'ATP pour resynthétiser la phosphocréatine et pour resynthétiser du glycogène, car c'est en réalité une ressource limitée pour que le cycle continue. D'accord ? L'oxydation du lactate se passe dans la mitochondrie, nécessite de l'oxygène.
Les déchets métaboliques sont, alors je ne sais pas si on peut vraiment dire des déchets métaboliques, mais en tout cas, l'oxydation du lactate avec l'oxygène va créer du CO2 métabolique et autres tels que l'ion hydrogène l'ion hydrogène qui est responsable de l'acidification des milieux musculaires. Donc la baisse du pH, c'est dû à l'ion hydrogène. Et ensuite, on a ce cycle qui recommence. Quand la présence d'O2, d'oxygène est limitée, d'accord, la glycolyse vient compenser l'énergie manquante. Donc en gros, lorsqu'il n'y a plus assez d'oxygène pour que ce cycle continue et qu'il faut quand même continuer l'effort, on a la glycolyse qui vient compenser l'énergie manquante pour créer de l'ATP. Et c'est pour cette raison que des fois, lorsqu'on est à des certaines intensités, on a une accumulation du lactate dans la cellule et aussi une baisse du glycogène qui n'est pas resynthétisée. D'accord ? Lorsqu'on a des intensités élevées, c'est car l'oxydation du lactate dans la mitochondrie est dépassée par l'intensité de l'effort. Donc c'est pour ça qu'on a cette accumulation de lactate et cette baisse de glycogène musculaire ou hépatique. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir. Donc évidemment, j'ai essayé de simplifier, c'est des phénomènes très complexes. Évidemment, un docteur en physiologie ou des spécialistes vous expliqueront mieux que moi, j'ai peut-être fait des petites erreurs. Mais c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que tout marche en même temps. Okay ? Toutes les 100 millisecondes, on a ce cycle qui se répète. Et ce qui permet le maintien de l'intensité, c'est la présence d'oxygène. Donc l'oxygène est roi. D'accord ? Et ce qui va nous intéresser sur le terrain, c'est la balance entre utilisation de l'oxygène et la livraison en oxygène. D'accord ? Donc ce qui se passe concrètement, c'est que lorsqu'on a un effort maximal, on a donc l'athlète qui va venir inspirer de l'air avec de l'oxygène présent, qui va aller dans son poumon. À travers la diffusion alvéolaire, la molécule d'oxygène va s'attacher à l'hémoglobine, qui va aller ensuite dans le cœur au niveau du ventricule gauche, être expulsée par les artères et aller dans le muscle moteur via les capillaires sanguins. Ensuite, cette molécule d'O2 va rentrer dans la mitochondrie. On va avoir tout le processus qu'on a expliqué avant. Et le CO2 métabolique aller dans le retour vénal, dans les veines, retourner dans le ventricule droit, dans les poumons, et ensuite on a l'expiration, d'accord ? Du coup, on sait que l'oxygène est roi, la livraison et l'utilisation d'oxygène sont importants, et on va retenir 3 grandes limitations. Donc on a la limitation du système respiratoire ou la limitation du système cardiovasculaire ou la limitation au niveau local de l'utilisation en oxygène, d'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une limitation n'est pas propre à l'individu, elle peut être spécifique au sport. Donc par exemple, vous pouvez avoir un coureur qui peut être limité sur sa capacité d'utilisation de l'oxygène, sa vitesse d'utilisation de l'oxygène sur un 800 mètres et être limité sur sa capacité cardiovasculaire sur un marathon, être limité sur sa capacité à livrer l'oxygène sur un marathon. Aussi, on peut avoir un triathlète qui peut être limité au niveau respiratoire sur la nage et sur le vélo et au niveau de la livraison, au niveau cardiaque, sur la course à pied. Mais on ne rentrera pas trop dans ces détails, d'accord ? Là, ce qu'on va essayer de savoir, c'est comment est-ce qu'on détermine sa limitation, d'accord ? Pour un crossfitter. Donc déjà, si vous voulez déterminer la limitation d'un athlète, il va falloir rentrer un petit peu dans des tests physiologiques avec du matériel, évidemment, qui peut être onéreux. Donc déjà, la première chose, c'est avoir un oxymètre musculaire, d'accord, avec spectroscopie proche infrarouge. Donc en fait, c'est un petit appareil que vous allez mettre sur le muscle avec en fait une technologie de proche infrarouge. On va avoir la lumière infrarouge qui vont aller dans les capillaires sanguins, revenir et ne pas être reflétée. La lumière infrarouge ne va pas être reflétée de la même manière sur les hémoglobines chargées en oxygène et sur les hémoglobines déchargées en oxygène. Et du coup, à travers des algorithmes, on va avoir le pourcentage d'oxygène dans le muscle, d'accord, ce qu'on appelle SMO2. Donc évidemment, pour 2 athlètes différents, on peut avoir 2 athlètes avec un volume en sang différent, mais le même pourcentage de saturation en oxygène au niveau local. C'est pour ça que ce qui compte sur la saturation en oxygène au niveau local, c'est les différences intra-individuelles. Okay ? Donc, du coup, pour déterminer la limitation d'un athlète, la première chose, c'est faire un test à incrémentation avec spectroscope proche infrarouge, donc avec de la spectroscopie proche infrarouge. Donc les technologies, on a Portamon, le Moxi, l'Oxymon. On avait le Humon avant qui est un peu moins développé.
évidemment une ceinture de fréquence cardiaque et un oxymètre de pouls, donc ce qu'on utilise dans les hôpitaux ou par les médecins pour mesurer la saturation au niveau artériel. D'accord ? Ensuite, autre test pour déterminer la limitation d'un athlète, de la spirométrie, donc prendre un appareil spiromètre qui coûte moins de 100 € je crois, vous pouvez trouver, pour tester la capacité vitale forcée de l'athlète, donc en fait et la rapporter à la masse maigre. Donc la capacité vitale forcée, c'est lorsque vous soufflez dans l'appareil et que vous essayez d'expirer tout l'air que vous avez dans votre poumon et ça correspond à votre capacité vitale forcée. D'accord ? Et ensuite, donc exemple de test à incrémentation, vous avez un test qui est assez connu, le 515 step test, qui correspond en fait à un test sur Assobike ou sur ergomètre sur vélo, cyclique sur vélo, où on va faire 5 minutes d'effort à un certain wattage, 1 minute de repos, et à chaque fois on va augmenter de 50 watts, d'accord ? Et avec l'oxymètre de pouls et la ceinture de fréquence cardiaque, on va voir comment répond l'athlète. Donc par exemple, sur ce test-là, un athlète qui va être limité au niveau respiratoire, sur les incrémentations, on va voir son rythme cardiaque augmenter jusqu'à échec, d'accord ? Et puis bien sûr, d'un intervalle à l'autre, on va voir donc évidemment sa saturation en oxygène descendre de plus en plus au fur et à mesure que le wattage augmente et que l'intensité augmente. Mais on va voir aussi son volume sanguin sur le spectroscopie proche infrarouge augmenter sur les temps de repos à chaque fois que l'intensité augmente de plus en plus haut. Donc en fait, ce qui veut dire que cet athlète-là accumule du CO2. Le CO2 est vasodilatateur. Donc du coup, il a de plus en plus de plasma, de sang dans les muscles à chaque fois au fur et à mesure que la fatigue s'accumule et que du coup son taux de CO2 est de plus en plus élevé. On va voir aussi sur le 515 test sur l'athlète limité au niveau respiratoire, c'est aussi sa saturation en oxygène aussi durant les temps de repos monter de plus en plus haut, ce qui est aussi à l'origine aussi de cela, c'est évidemment la vasodilatation, l'accumulation de CO2. Du coup, de plus en plus de sang rentre dans le muscle au fur et à mesure que la fatigue s'accumule. Et on va avoir aussi chez cet athlète, donc au niveau de l'oxymètre de pouls, sa saturation artérielle chuter. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être dû, certains d'entre vous, expérimenter ça. Lorsque vous êtes sur des efforts maximaux très très intenses, la sensation que vous avez la vision qui se réduit, d'accord ? Donc cette désaturation artérielle, elle est due au fait que sa densité mitochondriale et sa puissance cardiaque est très élevée. Du coup, en fait, c'est son système respiratoire et les échanges gazeux au niveau des alvéoles qui est limité. Du coup, en fait, il va désaturer au niveau artériel, au niveau des échanges gazeux et avoir une baisse de la saturation artérielle et aussi une accumulation de CO2, ce qui fait que son SpO2, sa saturation artérielle va baisser. Pour l'athlète, sur un 515 test, incrémentation sur un athlète limité au niveau cardiaque, vous allez voir qu'au fur et à mesure que les intensités augmentent, à un moment donné, son rythme cardiaque va arrêter d'augmenter. Et aussi qu'au fur et à mesure que l'intensité augmente, son taux de muscle, donc son taux d'hémoglobine au niveau musculaire va diminuer. Son système cardiovasculaire a du mal à aller livrer l'oxygène dans le muscle. Du coup, on va parler de chaque athlète et de leurs caractéristiques et de leurs limitations. Tout le monde n'a pas les moyens d'investir dans des oxymètres musculaires ou autres pour avoir leurs limitations. Du coup, je vais vous donner les caractéristiques et comment travailler les limitations de chaque athlète. Donc tous les coachs n'ont pas les moyens d'investir dans des oxymètres ou autres matériels. Mais je vais vous donner quelques caractéristiques pour vous donner la puce à l'oreille et aussi comment travailler ces facteurs limitants de manière spécifique. D'accord ? Donc, l'athlète limité au niveau de l'utilisation en oxygène, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est très courant chez les débutants. Ces athlètes-là, en fait, leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à utiliser l'oxygène au niveau local. Donc, en fait, ils nécessitent plus de densité mitochondriale ou avoir des mitochondries plus grosses ou plus performantes, d'accord ? On va stimuler la taille des mitochondries ou stimuler la mitochondriogénèse ou la densité mitochondriale ou améliorer la synchronisation nerveuse, la synchronisation des fibres musculaires, d'accord ? Donc là, le but, c'est d'augmenter la capacité à l'athlète à utiliser l'oxygène et sa vitesse à utiliser l'oxygène, d'accord ? Donc cet athlète-là, sur un test à incrémentation, le moment où il va arriver à l'échec, en fait, vous allez voir qu'il va être à un taux d'oxygène musculaire assez élevé par rapport aux autres. Son entraînement à lui va s'attarder
sur des séances qui stimulent la mitochondriogénèse, donc du high intensity interval training, des intervalles qu'on considérait avant comme des intervalles de puissance anaérobie lactique, donc vraiment des intervalles à haute intensité avec un repos plus court. Vous pouvez lui faire aussi du travail sous occlusion, donc du travail d'endurance musculaire, ou de l'entraînement nerveux de recrutement des fibres musculaires, donc par exemple des séries avec beaucoup de répétitions, des séries longues avec du temps sous tension, ou des séries en tempo, d'accord, pour vraiment augmenter l'endurance musculaire. D'accord, c'est vraiment ça le facteur limitant chez cet athlète. Ensuite, l'athlète limité au niveau de la livraison en oxygène ou limité au niveau cardiovasculaire. Donc cet athlète-là, il a une très bonne densité mitochondriale, une très bonne densité au niveau des capillaires sanguins, au niveau du muscle, d'accord ? Une bonne endurance locale, une bonne endurance musculaire. Il est puissant, souvent, et il a une bonne efficience neuromusculaire. Donc souvent les athlètes limités sur la livraison en O2, en oxygène ou limités au niveau cardiovasculaire, c'est des athlètes qui ont un background de force ou un background de muscu, d'accord ? Des athlètes qui ont fait pendant des années des séries de 10, 12 dans leur salle de muscu, ou des athlètes de force qui sont capables de recruter les fibres à un taux très, très élevé, d'accord ? Avec une forte efficience neuromusculaire. Ces athlètes-là, ils ont souvent une facilité à hypertrophier, d'accord ? Et ils ont du mal à avoir des adaptations sur le travail d'oxygénation. Donc sur le travail long d'endurance, ils ont du mal à avoir des adaptations. Donc en fait, les limitations, elles sont dues à une mauvaise puissance cardiaque. Donc ça peut être soit le volume d'éjection systolique, c'est-à-dire la capacité à envoyer un certain volume sanguin à chaque battement, ou la fréquence cardiaque ne répond pas à l'effort. C'est-à-dire que ces athlètes-là, ils ont du mal à atteindre leur fréquence estimée par la formule 220 moins l'âge. Donc souvent, ces athlètes-là, sur des efforts maximaux, ils ont du mal à atteindre cette fréquence estimée, d'accord ? Donc ces athlètes-là, ils ont du mal à redistribuer le sang. Donc si vous leur faites faire un effort bas du corps, haut du corps, ils ont une difficulté à redistribuer le sang. Donc soit le cœur n'arrive pas à passer les blocages des tensions musculaires, soit leur système vasculaire ne répond pas à la demande. Donc évidemment, tout le monde... Donc votre niveau de plasma dans le sang, votre taux de plasma dans le sang est toujours le même. Et lorsque vous faites un effort qui sollicite le bas du corps, pour que votre système cardiaque continue à alimenter en sang ces zones, il va venir créer une vasoconstriction sur les autres parties du corps pour maintenir la pression artérielle. Et du coup, lorsque vous allez lui demander de faire un effort, d'enchaîner avec un effort qui va solliciter d'autres zones, il va avoir une difficulté, cet athlète-là va avoir une difficulté et atteindre l'échec. Ces athlètes-là aussi, ils arrivent sous occlusion vénale à un pourcentage bas de leur contraction volontaire par rapport à l'athlète limité au niveau respiratoire. Donc par exemple, ces athlètes-là, limités au niveau cardiovasculaire, si vous leur faites faire des contractions à 30% de leur contraction max volontaire, ils vont déjà créer une occlusion vénale. Le retour vénal va être plus compliqué et évidemment, tout le cycle d'alimentation sanguine va être altéré. Donc ces athlètes-là, leur entraînement, ça va tourner autour de réduire la tension musculaire. Donc souvent, ce sont des athlètes qui ont beaucoup de tension musculaire due à leur background. Stimuler le système parasympathique justement pour baisser cette tension musculaire. Réduire évidemment le travail d'endurance locale. Donc souvent, l'erreur qu'on peut avoir, c'est des athlètes qui disent « Ok, quand je fais de la so-bike, j'ai mal aux jambes. Je pense qu'il faut que j'augmente mon endurance au niveau du bas du corps. » Mais en réalité, ce qui pêche, c'est leur système cardiovasculaire. Et du coup, en travaillant leur endurance locale, vous ne faites que augmenter le problème. Donc ces athlètes-là ont réduit le travail d'endurance locale. Donc on réduit la muscu, désolé les gars. Et on va venir favoriser le stimuli cardiaque en faisant des travails d'intervalle en désaturation graduelle. Donc je m'explique, par exemple, si vous faites faire 8 fois 500 mètres à l'heure à cet athlète avec 1 minute 30 de repos entre chaque, sur les 500 mètres, vous allez leur demander de partir à 10 secondes plus lent que leur vitesse aux 2 km et tous les 100 mètres augmenter la vitesse pour créer une désaturation au niveau de l'oxygène local de manière graduelle et venir stimuler une réponse cardiaque, donc forcer leur cœur à augmenter au fur et à mesure. D'accord ? Ou ça peut être sur un effort long, donc par exemple leur faire 200 calories à la so-bike, les faire commencer très lentement et toutes les 2 minutes ou toutes les 20 cales, les faire augmenter l'intensité jusqu'à que les 2 dernières minutes soient une intensité élevée. Donc là, si vous leur mettez un cardiofréquence-mètre, vous allez voir l'objectif, c'est que leur fréquence cardiaque augmente au fur et à mesure. Ou favoriser des intervalles à intensité équivalent à VMA, PMA ou VO2 max, mais avec un repos actif pour que le rythme cardiaque reste haut. Donc là, ce qu'on veut, c'est éviter
les intensités trop élevées. Donc, si vous leur faites des intensités si vous les faites partir sur des intervalles de manière trop rapide, ils vont désaturer très vite et se retrouver dans des milieux pauvres en oxygène. Et ça, c'est ce qu'ils aiment. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire des efforts où on va venir vraiment stimuler plus le rythme cardiaque que l'utilisation de l'oxygène au niveau local. D'accord? Et faites-leur mettre des ceintures cardio et le but, c'est qu'ils se retrouvent proches de leur fréquence cardiaque durant un temps le plus élevé possible. D'accord? Ensuite, évidemment, le travail d'endurance long à intensité basse, très important pour ces athlètes-là. Et de l'entraînement favorisant la redistribution du sang. Donc, par exemple, ça peut être des intervalles où vous leur faites faire 3 minutes de rameur à une certaine intensité. Ensuite, vous les faites partir sur le ski, ensuite sur le bike, ensuite sur un autre exercice du haut du corps, etc. pour favoriser, évidemment, à des intensités basses ou moyennes, pour favoriser la redistribution du sang. D'accord ? Pour les athlètes limités au niveau respiratoire. Donc ça, c'est quelque chose de présent chez les sportifs avec un background d'endurance ou les athlètes féminines, plus souvent. Donc ces athlètes-là, souvent, ils ont tendance à avoir une bonne qualité de tissu, évidemment une bonne capacité cardiaque, donc un cœur musclé, entre guillemets, et une bonne densité mitochondriale. Ensuite, ces athlètes-là aussi, ils ont une masse maigre qui est basse par rapport à leur volume, à leur capacité vitale forcée. Donc si vous leur faites un test de spirométrie, ils ont une capacité vitale forcée très élevée par rapport à leur masse maigre. D'accord ? Ensuite, c'est des athlètes aussi qui ont du mal à gagner en masse maigre, donc qui ont du mal à hypertrophier, et qui ont des adaptations faciles au travail d'oxygénation, donc au travail d'endurance long. Et ces athlètes-là, en fait, sur des efforts maximaux, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir, donc, évidemment, vu que leur corps est très musclé et qu'ils utilisent bien l'oxygène, on va avoir une accumulation du CO2, vu que leur travail mitochondrial est très bon. Et à un moment donné, leur muscle respirateur va atteindre une fatigue et va atteindre ce qu'on appelle le métaboréflexe. Donc, c'est-à-dire, c'est un réflexe où on va venir réduire automatiquement, créer une vasoconstriction automatiquement au niveau des muscles moteurs pour que les muscles respiratoires n'atteignent pas l'échec. Évidemment, c'est un réflexe naturel parce que si vos muscles respiratoires ne fonctionnent plus, vous ne pouvez plus respirer, vous mourrez. Donc ce réflexe, évidemment, c'est un réflexe de survie. Et du coup, les muscles moteurs sont moins alimentés en oxygène pour pouvoir alimenter les muscles respirateurs. Et lors d'efforts maximaux, aussi ces athlètes-là, on observe une désaturation artérielle. Les athlètes entraînés en endurance, on a observé sur des études qu'ils peuvent descendre jusqu'à 95% de saturation artérielle, ce qui, en dessous des 94-93%, ça devient dangereux. Quelqu'un de normal au repos va être à 99% de saturation artérielle. Ces athlètes-là, ils arrivent à descendre à 95% sur les efforts maximaux. D'accord ? Le problème de la limitation au niveau respiratoire, c'est que le système respiratoire est moins entraînable. C'est souvent quelque chose qui arrive chez les athlètes très entraînés sur les sports d'endurance. Et le système respiratoire, il est moins entraînable. Donc, ce qui n'est pas entraînable, scientifiquement a été prouvé qu'il n'est pas entraînable sur le système respiratoire, c'est la surface de diffusion alvéolaire. D'accord ? Donc, les poumons ne répondent malheureusement pas à l'entraînement. Une imitation mécanique alvéolaire au niveau de l'expiration, d'accord ? Et évidemment, les poumons ne s'adaptent pas à l'exercice, la taille des poumons ou les tissus ne s'adaptent pas à l'exercice. Mais ce qui peut être entraîné, évidemment, c'est les muscles respirateurs, principalement les inspirateurs, parce que souvent on parle de fatigue des muscles expirateurs et qu'il faut les entraîner, mais en réalité, les muscles expirateurs arrivent très rarement à fatigue car en fait, on bénéficie sur les efforts maximaux de l'équivalence d'un réflexe myotatique des muscles inspirateurs, un peu comme le rebond en bas d'un squat, et aussi à l'élasticité des tissus des poumons. D'accord ? Donc les muscles expirateurs arrivent rarement à fatigue. Et ce qui est entraînable, ce sont les muscles respirateurs, comme le diaphragme, les intercostaux. Donc leur force et l'endurance des muscles respirateurs peut être travaillée avec des outils comme le Power Breath, le Power Lung ou le Spiro Tiger, qui est le meilleur évidemment. Du travail de respiration sur position. Donc ça peut être d'abord un travail de respiration basique, de respiration ventrale, d'utilisation du diaphragme, augmenter le volume de respiration et ensuite le transférer sur des gestes spécifiques. Donc par exemple pour un crossfitter, en bas du squat, la barre en overhead, suspendu à une barre, sur le rameur, en position de burpee, etc. sur des mouvements d'haltéro. Et un travail aussi de fréquence respiratoire sur intensité spécifique. Donc ça peut se faire avec des outils
qui vont mesurer en fait le taux de fréquence de respiration. Donc en fait, chez un athlète limité au niveau respiratoire, on va d'abord l'entraîner à avoir des respirations avec un gros volume d'air et ensuite, une fois que ça c'est fait, augmenter sa fréquence sur les intensités spécifiques à son sport, d'accord, qu'il soit capable de maintenir une fréquence élevée. Donc en fait, les muscles respiratoires, en fait, ce sont comme des muscles moteurs. Le but, c'est d'augmenter leur densité mitochondriale, leur densité capillaire et tout, etc. pour augmenter leur endurance, d'accord. Et un travail de désaturation prolongée. Donc par exemple, pour un athlète limité au niveau respiratoire, plutôt que de faire partir sur une intensité et d'essayer de la maintenir, on va chercher à vraiment titiller son seuil ventilatoire maximal. Du coup, on va lui demander par exemple sur un 8 x 500 mètres, donc la même séance qu'un athlète limité au niveau cardiaque, on va lui demander de partir à une vitesse plus élevée que sa vitesse aux 2 km et tous les 125 mètres ou tous les 100 mètres, réduire un petit peu la vitesse pour qu'il garde une saturation en oxygène basse pour lui faire accumuler de plus en plus de CO2 et qu'il reste à son seuil ventilatoire max le plus possible. Alors ensuite, je sais qu'il y a certains coachs qui parlent de travail d'accumulation de CO2, etc. Alors évidemment, travail de résistance au CO2 avec de la respiration nasale. Évidemment, la respiration nasale, ça peut être un très bon outil chez certains athlètes, mais il faut faire attention à garder un certain équilibre sur la résistance au CO2, pardon. Si vous avez un athlète qui a une tolérance au CO2 beaucoup trop faible, il va hyperventiler très vite. Il faut savoir que le CO2 va venir activer l'hyperventilation. Et si vous avez un athlète qui est trop tolérant au CO2, que vous voulez faire trop de travail de tolérance au CO2, il va avoir une hyperventilation qui va arriver trop tard et du coup arriver sur des intensités maximales et créer une dette d'oxygène et créer une suraccumulation de CO2, une suracidification des milieux, une désaturation artérielle plus rapide, etc. Donc le travail de tolérance au CO2, ça peut être un très bon outil, mais à utiliser chez des athlètes qui sont très peu tolérants au CO2. C'est souvent des athlètes débutants, des athlètes très entraînés. Il n'y a pas vraiment d'évidence qui prouve qu'un travail de tolérance au CO2 est efficace chez eux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, j'ai essayé de simplifier au maximum pour que ce soit compréhensible, que ce soit pour les coachs, pour les athlètes et pour les passionnés. Évidemment, dans tout ce que je dis, certains d'entre vous ne seront peut-être pas d'accord sur les détails du fonctionnement physiologique, mais j'ai essayé de simplifier au maximum pour vous donner les clés et vous faire comprendre les mécanismes des nouveaux modèles des bioénergétiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine.